Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode. Et avant que ça commence, avec Clément, on aimerait vous remercier pour tous les messages que vous nous avez envoyés et tous les retours que vous avez pu faire sur l'épisode 2 du podcast. Ça fait extrêmement plaisir et ça nous pousse à aller chercher des petites pépites créatives pour ce podcast. Alors merci beaucoup. Avant de vous faire découvrir notre prochain invité, je tiens à vous rappeler que nous cherchons constamment de nouveaux profils différents. Alors, si vous reconnaissez dans nos discussions, et si vous avez un métier créatif, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message, on sera très heureux de discuter avec vous. Bon, maintenant place au podcast. Let's go. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Mathilde. Autant manuelle que créative, elle imagine et crée des vêtements de mode. Pour elle, la broderie, la couture et la création de pièces de mode n'ont plus aucun secret. Elle est actuellement étudiante en dernière année à la London College of Fashion. Et grâce à elle, nous allons pouvoir en apprendre un peu plus sur le milieu de la mode, mais aussi tout le processus créatif par lequel il faut passer pour créer une pièce qui est parfois unique. Au fil de la discussion, nous allons en apprendre un peu plus sur ses inspirations, son passage chez Louis Vuitton et sa vision de la créativité qui est parfois très éloignée de la mode. D'ailleurs Mathilde, que représente pour toi la mode ? Alors déjà, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Qu'est-ce que c'est la mode? C'est assez large comme question, mais déjà moi c'est quelque chose qui me passionne depuis très, très, très longtemps. C'est large et en même temps, très précis. Enfin, en fait, je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde, la mode, parce qu'en soi, c'est la manière dont on s'habille et chacun a son style, chacun a sa sensibilité, sur comment il a envie de s'habiller. Moi, je sais que des fois, quand j'achète certaines pièces, quand je les mets, je me sens bien, genre, je trouve ça trop cool. Et puis après, moi, de manière plus spécifique, la mode, ça reste quand même mon futur métier. Donc ça me passionne énormément de chercher ce qui peut être réinventé. Parce que en fait, ouais, la mode, c'est quand même quelque chose, enfin, qui a toujours existé. Donc il faut savoir la réinventer, trouver de nouvelles inspirations pour créer de nouvelles choses et ne pas se répéter et revoir des choses qu'on a déjà vues parce que ça serait complètement inintéressant pour les clients. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne et que j'essaie de créer pour moi, mais pour les autres aussi, qui pourrait me plaire, mais qui pourrait plaire aux autres et créer autre chose, un peu de nouveau. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans la mode? Est-ce que c'est plutôt des marques, on va dire, de haute couture, enfin des maisons de haute couture? Ou est-ce que c'est plutôt, des habits et des collections qu'on peut porter, donc c'est-à-dire du prêt-à-porter? Est-ce que tu as quelque chose, qui t'intéresse un peu plus, on va dire? Hem, en tant que créatrice, c'est plus des choses de haute couture qui vont m'intéresser, parce que, les marques de haute couture aujourd'hui, enfin depuis toujours, c'est un savoir-faire qui est énorme, qui est ancestral et c'est des vêtements qui mettent des centaines d'heures à être fabriqués. C'est des vêtements, auxquels on va ajouter des ornementations, donc comme des broderies, des, des traitements qu'on va faire au tissu, qui sont pour moi hyper intéressants. C'est donc tous ces métiers d'art, donc la broderie, le plissage, la dentelle, tout ça. Donc c'est des traitements qu'on va faire au tissu qui sont luxueux parce que qui prennent énormément de temps à être faits. Et donc tout ça, ça m'attire en tant que créatrice parce que c'est des vêtements qui sont magnifiques. C'est comme une peinture. Enfin, on a envie de la regarder sous tous les angles et de la voir porter. C'est beau, ça va tout seul. On a l'impression que c'est ça aussi qui est assez difficile à comprendre des fois, c'est que on va voir un vêtement, on va faire waouh, c'est trop beau, c'est hyper simple et tout ça. Alors qu'au final, derrière, ils ont mis des centaines d'heures à être faits. Et ça, c'est hyper beau de
de comprendre qu'il y a un énorme espace entre ce qu'on voit et ce qu'il y a derrière, quoi. Et après, en tant que cliente, j'aime quand même vachement m'habiller dans des vêtements quand même beaucoup plus simples, parce que bah, c'est pas évident de s'habiller en haute couture tous les jours. Comment tu vois, toi, la fast fashion et comment tu ressens ça? Est-ce que c'est vraiment un truc quand tu es dans la mode, quelque chose que vous faites attention et que vous aimez pas vraiment? Ou justement, c'est quelque chose qui fait partie entièrement de la mode en elle-même, quoi? Bah, c'est ça, en fait, du coup, moi, en tant que cliente, bah, déjà, évidemment, j'ai pas forcément les moyens de m'habiller dans des magasins de luxe, mais en tout cas, enfin, j'essaye d'aller dans des marques qui sont quand même assez créatives dans leur forme, dans leur matière et tout ça. Et après, la fast fashion, bah, en soi, euh, je peux pas vraiment dire qu'il y a une énorme différence entre les marques de luxe et de fast fashion parce que malheureusement, les deux sont aussi polluantes. Mais ils vont polluer de manière un peu différente. C'est que la fast fashion, ils vont utiliser des matériaux qui sont pas très bons pour la planète, mais dans le luxe, il y a énormément de gâchis. Euh, donc en fait, c'est des choses qui sont quand même assez différentes. Même le prêt-à-porter de luxe, par exemple chez Louis Vuitton, ils sortent que 4 collections par an, alors que des magasins comme H&M, Zara, ils sortent des collections tous les mois, tu vois. Donc Ouais. c'est des choses assez différentes, mais parce qu'encore une fois, ça touche pas la même clientèle, c'est que tout le monde va s'habiller chez Zara et H&M. Enfin, il y a des gens, ils vont dans ces magasins-là toutes les semaines pour s'acheter un truc, tu vois. Alors que des magasins de prêt-à-porter de luxe, c'est différent parce qu'en fait, une fois qu'ils ont fait leur commande, ils peuvent pas revenir en arrière. Donc ça veut dire que quand, euh, quand ils font un défilé, après, il y a une semaine où tous les directeurs des magasins Louis Vuitton, par exemple, viennent à Paris. Et en fait, ils ont un défilé privé avec toutes les pièces du défilé, plus les pièces commercialisables. Donc ça fait à peu Tu peux près d'ailleurs genre. expliquer la différence entre haute couture et prêt-à-porter rapidement pour que les Ouais, gens comprennent un peu les deux, les deux choses? la haute couture, en fait, il y a pas beaucoup de clientes dans le monde qui portent de la haute couture. Donc il y a genre une vingtaine de personnes dans le monde qui achètent de la haute couture. C'est des robes qui mettent mais des milliers d'heures à être fabriquées. Donc du coup, en général, les robes, quand elles sont commandées pour une cliente, elles sont faites en un exemplaire. Donc, c'est des pièces uniques et des pièces de musée à la limite. Alors que le prêt-à-porter, même le prêt-à-porter de luxe, est fabriqué en beaucoup plus grosse échelle. Et puis, c'est des vêtements qui sont beaucoup plus simples, avec des matières un peu moins nobles. Il y a beaucoup moins de broderie, de tout ce qui est ornementation, fleuriture, traitement de tissu. Ça, il y en a beaucoup moins, même s'il y en a encore un petit peu, mais il y en a quand même beaucoup moins. Et après, bah, la différence entre le prêt-à-porter de luxe et le prêt-à-porter euh, de Zara, H&M, bah, la matière, quand même, il y a une grosse différence, c'est que les matières, quand même, dans le prêt-à-porter de luxe sont quand même beaucoup plus nobles. Pas aussi nobles que dans la haute couture, mais quand même. Et, euh, et puis, c'est surtout les finitions qui sont très différentes entre le prêt-à-porter normal et le prêt-à-porter de luxe. Et après aussi la production. C'est-à-dire que le prêt-à-porter de luxe, même si c'est fabriqué à grande échelle, il y en a quand même beaucoup moins qui sont fabriqués que dans le prêt-à-porter normal. Parce que donc justement, quand les directeurs des magasins viennent pour le showroom, ça s'appelle, ça dure une semaine, et en fait, ils viennent et ils passent leur commande. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, le directeur du magasin Louis Vuitton de Pékin, il va commander 7 chemises et il va dire qu'il veut genre 5,32, 6,36. Enfin voilà, il va faire ses commandes, chaque modèle lequel il veut et combien en quelle taille il veut. Et en fait, une fois qu'il a fait cette commande, il peut pas revenir en arrière. Chaque Louis Vuitton, en gros, ils ont un nombre de pièces qu'ils vont fabriquer pour chaque client. Ils savent en C'est amont combien ça. il y a de pièces à produire. Ok. C'est pour ça, bah, en fait, que c'est les directeurs qui viennent parce que les directeurs connaissent leurs clientes. Donc, par exemple, là, Louis Vuitton, ils viennent d'introduire la taille 32 et 46 dans leur gamme. Et Ça n'existait pas avant? non, Ok. avant, ça C'est... allait que du 34 au 44. Ah oui, ok. Et, euh, et du coup, C'était restreint.
Ouais. Et du coup, là, ils viennent d'introduire le 32 et le 46. Enfin, quand même, 32-46, 32, c'est une taille hyper petite et 46, c'est quand même une grande taille. Donc, du coup, il n'y en a pas beaucoup qui vont porter ce genre de vêtements. Donc, en général, les tailles qui prennent le plus, c'est genre 36, 38, 40. C'est les tailles la moyenne, en fait, on va dire, des femmes quand même. C'est à peu près ces tailles-là, jusqu'au 42 à la limite. Mais après, les tailles qui sont en dessous, au-dessus, c'est quand même un peu plus rare. Donc en fait, ils ont fait ça parce que il y a certaines clientes qui arrivent, je sais pas, qui veulent ce manteau, mais elle fait un 46, la dame, et il n'y a pas, parce qu'il n'existe pas. Donc du coup, c'était un problème. Donc c'est pour ça qu'ils ont introduit ces tailles-là. Et donc du coup, c'est pour ça que les directeurs viennent et connaissent leurs clientes, qui savent, ouais, Madame Dupont, elle fait un 46, je sais qu'elle va adorer ce manteau, je vais lui commander. Ouais, ok. Et du coup, après, quand la collection va sortir en magasin, la Madame Dupont, elle va aller dans son petit magasin Louis Vuitton, elle fait oh, il est trop beau ce manteau. Et le directeur va faire bah oui, je le savais, je l'ai pris pour vous. Ah, Voilà. la relation client, ouais. Voilà. Mais donc, du coup, en fait, après, ça crée une autre forme de gâchis, je dirais, parce que le problème, c'est que quand la collection est terminée, qu'on passe à la suivante, s'ils ont des invendus, c'est brûlé. Parce que le luxe n'est jamais soldé. Ok, ouais. Ouais, ben c'est logique, c'est l'image Euh, de marque, hein. Voilà, c'est ça. Donc du coup, s'il y a des invendus, c'est brûlé. Et l'autre problème aussi qui arrive, c'est que si, imaginons, la Madame Dupont, elle arrive, elle veut ce manteau en 46, mais il l'a déjà vendu, le directeur. Dans le magasin, ils l'ont déjà vendu. Du coup, il l'a plus en stock. Du coup, il a genre il peut pas demander au siège est-ce que tu peux me fabriquer le manteau en 46. Il peut plus, il a déjà fait sa commande 6 mois avant. C'est trop tard, t'avais qu'à mieux gérer ton stock. Ils Et peuvent pas du tout reproduire une pièce, c'est ce que tu es en train de non, me dire, c'est ça? OK. c'est ça. Donc du coup, là, sa solution, c'est qu'il peut appeler un autre magasin Louis Vuitton dans le monde et demander Ouais. est-ce que tu as ce manteau en 46, j'en ai besoin pour une cliente. S'il l'a, bingo, et du coup, ils vont faire un échange. Donc le OK. magasin de Pékin, il va demander au magasin de Shanghai est-ce que je peux avoir ce manteau en 46, et le magasin de Shanghai, il va dire OK, mais est-ce que je peux avoir cette robe en 38. Comme on parle de cette marque-là, j'imagine qu'il y en a d'autres que t'intéressent et qui t'inspirent et j'aimerais bien savoir, quelles sont ces marques et pourquoi tu aimes ces marques-là? Est-ce que c'est des valeurs qui te sont chères ou un style particulier? Dis-nous tout. Bah, du coup, moi, là, donc Louis Vuitton, c'était du prêt-à-porter, donc j'aimerais vraiment, vraiment travailler pour une marque qui fait de la haute couture. Donc aujourd'hui, les marques qui m'intéressent le plus, ce serait Dior ou Schiaparelli. Donc Mmh. Schiaparelli, c'est une marque italienne, mais leur atelier est en France, enfin, leur siège est en France. Et en fait, donc ces deux marques, ils font de la haute couture. Dior fait aussi du prêt-à-porter, mais moi, j'aimerais plutôt aller dans la haute couture chez Dior. Et donc du coup, moi, c'est des marques qui m'intéressent parce que déjà, c'est des marques qui existent depuis genre un siècle au moins. Et donc, c'est des marques historiques qui ont une histoire et qui est très ancrée dans leur style. Et enfin, leur style, c'est juste à chaque fois que je regarde leur défilé, j'ai limite envie de pleurer tellement c'est beau, genre. À ce point-là? Mais oui, je trouve ça trop beau. C'est comment ils utilisent. Enfin, déjà les coupes sont trop belles, et puis comment ils utilisent les métiers d'art. Je trouve ça trop beau. Les C'est métiers juste. d'art? Les métiers d'art, c'est tout ce qui est traitement du tissu. Donc c'est broderie, plumasserie, plissage. Ok, c'est Ouais, tout tout ce ce qui qui est... est Ok. ornementation du vêtement sur un tissu, genre embellir un vêtement, un tissu. Yes, ok. Et est-ce que enfin, c'est quoi les différences justement entre ces marques-là? Qu'est-ce qui par rapport au tissu et tout ça, c'est ce que tu es en train de dire, mais parce que visuellement, qu'est-ce qui différencie telle marque à une autre? Et bah, Au niveau déjà, du c'est style une his propre, hein, au niveau du ouais, style. mais chaque maison a une histoire, Ouais. déjà. Tu la ressens dans les... Attends, excuse-moi, je te coupe. Tu la ressens dans les coupes, enfin, dans les coupes qu'elles font les marques? T'es capable de dire ça, c'est un vêtement de telle ou telle marque? Mmh, Ou si genre tu c'est trop me donnes spécifique? franchement, si tu me donnes les classiques ou une dérivation du classique, je saurais te dire. Je saurais, Ok. te différencier d'un tailleur Chanel, d'un tailleur Dior.
Ok, donc il y a vraiment Ouais. des caractéristiques propres à certaines marques qui font Oui, que c'est vraiment reconnaissable, quoi. Ouais, une ouais, identité bah, pure, Ils c'est ont, quoi. des c'est une c'est vraie ça, bah enfin, il y a vraiment des vêtements qui ont une identité pure et c'est vraiment, enfin, c'est quand même fou, quoi. bah, ouais, parce que Dior, ils ont commencé à faire des vêtements, dans les années 50, Ah 40 ouais. fin 40, début 50. Chanel a commencé dans les années 20-30. Donc, en fait, leur patte, leur style, en fait, ça va être la pièce icône que le premier designer a fait. Donc, le tailleur Chanel, c'est le tailleur que Coco Chanel elle a créé. Donc c'est un tailleur très droit, très classique, avec les poches, elles sont toujours au même endroit. Tu as toujours des galons. Donc les galons, c'est un ruban qui est brodé, tressé. Et enfin, chez Chanel, c'est toujours sur les bords du vêtement. Donc, genre au bord des manches, au bord du col. Donc ça c'est le style. Et c'est en tweed, toujours en tweed. Donc le tweed, c'est un tissage très particulier de matière assez épaisse. Donc, enfin, c'est un tweed, quoi. Et alors que par exemple, le tailleur Dior, donc c'est la silhouette New Look. Donc c'est avec la veste barre. Donc, c'est une silhouette qui est très ensablée, avec une taille très fine, des hanches assez larges. Et en fait, la veste, il y a des balènes, donc c'est une structure à l'intérieur de la veste pour créer des hanches. Et tu as des épaules toutes rondes, toutes mignonnes, genre toutes rondes. Et, et voilà, mais c'est les classiques de ces maisons-là. Après, quand tu pars dans des trucs un peu plus particuliers, genre des robes et tout, je suis pas sûre que je puisse reconnaître, peut-être. Genre, ça peut sur certains trucs, je pourrais me dire, oui, je pourrais reconnaître, Attends, c'est mais quand même ouais. déjà impressionnant de. Enfin, c'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir reconnaître certains vêtements de certaines marques, quoi. Bah, après ça c'est un peu justement comme, dans les films où pareil, à la photo et tout ça, on peut toujours relier à ça aussi. C'est que quand tu regardes un film, tu te dis par rapport à la colo, par rapport au cadrage et tout ça, tu peux vraiment Mm. identifier un réalisateur. Je pense que dans une marque, il doit avoir certains points à aborder, et surtout à respecter quand on crée une ligne de vêtements ou une pièce unique. On peut pas Mm. créer comme Le côté ça une historique. pièce, voilà, on doit respecter certains critères qui sont importants. Ouais. Oui, bah justement, en fait, c'est dans ces maisons qui sont ancestrales. En fait, par exemple, chez Dior, enfin, je sais même plus combien il y a de stylistes qui sont passés chez Dior. Je crois qu'ils maintenant ils sont presque à une dizaine. Chez Chanel, bon, c'est la troisième maintenant. Mais en fait, c'est des maisons qui existent depuis tellement longtemps, qui ont un style tellement ancré aujourd'hui dans notre visuel et dans notre, euh, enfin, je veux dire, ouais, c'est tellement ancré, c'est comme ça. Chanel, c'est comme ça. Dior, c'est comme ça. Euh, Qu'en fait, ils ont ce style à respecter. Donc, tu as le style Dior, le style Chanel, le style Louis Vuitton, le style, quoi. Et en fait, c'est le Ouais. style du premier designer qui a créé. En fait, il avait sa petite patte. Et aujourd'hui, les designers qui passent après lui, il faut qu'ils respectent ça, qu'ils respectent la, l'ambiance de la maison, tu vois, enfin, le style de Ouais. la maison. Et Mm. en fait, même si aujourd'hui, ils peuvent mélanger leur style, genre apporter leur propre petite créativité, leur propre patte, ils doivent quand Mais il même faut toujours que la respecter base soit la le même. style général, voilà, le style général de OK. la maison. Les tissus qui ont un peu changé, parce qu'aujourd'hui, un tweed d'aujourd'hui comparé à un tweed d'il y a un siècle, il est un peu différent. Tu vois, celui d'aujourd'hui, il est un peu plus moderne, il va être fait avec des matières un peu différentes et tout ça. Et après, la forme générale du tailleur, elle est franchement similaire. Et c'est ouais, le style général. En fait, il faut qu'on dirait que ça a été fait par la même personne depuis un siècle. Ça paraît un peu logique que quand tu ailles chez Chanel, tu veuilles du Chanel et que les gens demandent du Chanel. Donc au final, c'est d'un côté, ça doit être quand même contraignant de créer pour certaines marques, mais je pense que c'est aussi une réponse aux clients qui veulent cette marque et qui veulent ce type de produit, quoi.
C'est intéressant d'avoir au moins ton opinion sur un peu plus sur la mode en général pour se faire un peu plus une idée. Et ça nous a permis aussi d'avoir quelques mots et quelques petites phrases auxquelles on n'est pas habitué. Du coup, maintenant, on va plus passer sur une partie où on aimerait comprendre plus ton inspiration, toi, plus ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'amène à créer et tout simplement le processus créatif derrière la création d'un vêtement. On va peut-être commencer d'abord par comprendre un peu plus comment tout simplement tu crées un produit. C'est quoi les phases en amont avant de créer un vêtement? Par exemple, imaginons que tu dois créer un pantalon. Qu'est-ce que tu fais en amont? Qu'est-ce qui t'inspire? Et comment tu arrives à créer, à visualiser cette pièce que tu vas devoir par la suite créer avec du vrai tissu, quoi. Bah, déjà, il y a une grosse partie de recherche, même si la recherche en soi fait partie de ma vie tous les jours, même quand je suis pas juste en phase de recherche, mais que, par exemple, je suis déjà partie en phase de création. J'ai toujours un œil sur, ce qui m'entoure, et du coup, je vais prendre des photos et en fait, j'ai une espèce de base de données dans mon ordi, des choses qui m'inspirent, quand même assez quotidiennement. Après, quand je suis vraiment en phase de recherche, sur un thème particulier, je vais aller rechercher plus particulièrement sur dans certains domaines, certains mouvements et tout ça. Mais après, de manière générale, les choses qui m'inspirent sont assez similaires. Donc, du coup, je prends toujours des photos dans la rue de trucs et j'ai ça dans mon Tu peux d'ailleurs ordi. nous raconter l'histoire la petite anecdote du bus Ouais, bah, du coup, en fait, en qui est général, très intéressante. oui, en fait, du coup, ici, les bus rouges à 2 étages, j'aime bien me mettre en haut et en fait, je regarde ce qu'il y a autour de moi et du coup, des fois, ça m'arrive de passer devant un bâtiment, mais quelconque, hein, juste une maison ou quelque chose qui a une fonction. Je vais essayer de prendre une photo vite fait dans le bus. Je vais noter où est-ce que j'ai vu mon truc, mon bâtiment. Et après, je vais y retourner à pied. Enfin, je vais retourner en bus, mais je vais descendre le plus près possible. Et du coup, en y retournant à pied, prendre des meilleures photos, de plein d'angles différents. Si c'est un bâtiment public, je vais essayer de me renseigner sur la fonction du bâtiment et le nom du C'est bâtiment. c'est une importance pour toi, la fonctionnalité du bâtiment? Non, mais non, pas forcément, mais après, c'est plus facile pour moi de le retrouver sur internet et du Ah coup ok, de faire des recherches ok. plus profondes dessus, pour savoir, quel est l'architecte, et après une fois que j'ai trouvé l'architecte, je peux regarder, ce qu'il a fait autre part dans le monde et tu vois? En fait, en t'arrêtant et en cherchant un peu plus d'informations sur tel ou tel bâtiment, tu cherches à savoir qui l'a construit, enfin Ouais. qui le designer derrière ça, c'est ça? C'est ça et du Ok. coup, après, je peux avoir plus d'informations et en plus, non seulement avoir plus d'informations sur le bâtiment, mais du coup, plus d'informations sur l'architecte et savoir si c'est un style récurrent qu'il a ou si c'est, juste, quelque chose qu'il a fait une fois, mais que sinon son style est complètement différent. Enfin, du coup, voilà, après ça m'intéresse et du coup, ça continue, j'approfondis mes recherches et au final, d'un bâtiment, j'en trouve 10 autres et du coup, après, j'ai une base de données, qui est quand même assez conséquente et Que après, tu es en train de nous dire, c'est que l'architecture, elle est, un peu, enfin même intimement liée à la mode, en fait? bah, moi, c'est un domaine qui m'intéresse énormément, parce que je trouve des similitudes, à la mode dans la structure. Hem, en fait, ouais, je le trouve des similitudes parce que, hem, dans l'architecture comme dans la mode, il va y avoir une structure interne cachée, tout un processus en amont et après il y a une esthétique, une cage extérieure, que tout le monde voit. Et c'est ça, moi, je trouve qu'il y a des similitudes. Après aussi, il y a aussi des similitudes dans certains mouvements d'architecture avec des mouvements de la mode aussi. Donc, certains mouvements, par exemple, des mouvements aujourd'hui où on a beaucoup
de structures apparentes, comme par exemple des bâtiments de Franck Gehry, ou même des trucs beaucoup plus anciens, genre en mode comme la Tour Eiffel ou anciennement la flèche de Notre-Dame, qui sont quand même des éléments architecturaux beaucoup plus anciens, mais qui sont absolument pas choquants dans notre environnement d'aujourd'hui. On pourrait croire, quelqu'un qui connaît pas la Tour Eiffel, bon, je pense pas que ça arrive, mais je sais pas, Parce que c'est on va vraiment rare. Ouais, ça, faut y aller, hein. on va prendre quelqu'un qui habite au fin fond de l'Amazonie, si on l'amène à Paris, peut-être que ça le choquerait pas dans l'environnement parce qu'en soi, quand on regarde des bâtiments d'aujourd'hui, ça reste quand même assez similaire. Alors que pourtant, il y a un siècle d'écart entre les deux, quoi. Donc, c'est pareil dans la mode, il y a beaucoup de courants qui reviennent, de styles, parce que, bah, évidemment, enfin, dans le processus de créativité, on s'inspire toujours de ce qui a déjà été fait. Et donc, du coup, même si on change certains trucs, on garde quand même une esthétique, une histoire, certains principes de construction. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'architecture et qui me permet de faire des ponts avec la mode. Et voilà. C'est intéressant parce que là, moi, je vois, là, il y a un pont que je vois rapidement et qui est aussi lié un peu à l'architecture, qui est le mouvement qu'on a tous étudié, je pense, quand on fait des études de graphisme. C'est le Bauhaus Ah ouais. avec son architecture particulière et même son mode de fonctionnement qui a quand même fait révolutionner un peu un peu tout ça. C'est le genre de mouvement qui t'inspire? Mais oui, mais totalement. Moi, quand j'ai appris l'existence du Bauhaus quand j'étais au lycée, Ah, tu le dis mieux que moi, donc hein. ouais, du coup, c'était en histoire de l'art et on a appris la fonctionnalité de cette école. Et enfin, moi, quand ça m'a hyper intéressée déjà, je me suis dit, mais je veux qu'une école comme ça existe aujourd'hui et je veux la faire. Enfin, mais même la multidisciplinarité, parce qu'en fait, ils sont tellement, il y avait tellement de domaines différents dans cette école, ne serait-ce que dans le design ou dans les beaux-arts, mais ils étaient tous liés les uns aux autres et ils faisaient tous des collabs, des projets ensemble, la section mode avec la section objet, machin, truc, et puis ils créaient des trucs, mais incroyables. Et même le bâtiment lui-même était sublime. Et puis, bah, je sais pas si vous connaissez le ballet du Bauhaus. Ils ont fait un ballet une fois, genre un spectacle, quoi. Et du coup, c'était la section mode qui a fait les costumes. Et après, je crois qu'ils avaient aussi une section théâtre, un truc dans le genre. Et en fait, c'était que les élèves de l'école qui ont tout fait, les décors, la réalisation. Donc après, juste les danseurs, c'était des gens de l'extérieur, je crois, il me semble. Mais du coup, les costumes sont incroyables. On dirait un peu des jouets anciens en bois avec genre des formes. Donc ça va être genre un chapeau pointu avec un buste. En fait, c'est une boule. Et puis le pantalon, c'est genre comme une pyramide à l'envers, ou alors on dirait ils sont sur des ressorts, ils dansent. Et puis en fait, ça fait des formes très géométriques qui bouge sur scène. Et enfin, ce ballet, mais je crois que je le mets dans pratiquement tous mes portfolios. Je trouve ces formes incroyables et tellement inspirantes et tellement, c'est fou. Et en plus, c'est fait avec des textiles. Et quand tu regardes ça, on dirait une statue, en fait. On dirait que ça a été fait avec du bois, de la brique ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, non, c'est que du tissu et c'est sublime. Et Ça j'adore ce m'emmène à ballet. autre chose qui est plus nous dans notre méthode de création d'aujourd'hui. Quand nous maintenant on a beaucoup de logiciels de 3D et avec tout ce qui est dans la création actuellement, on peut créer des vêtements et on peut créer jusqu'à la moindre pièce en modélisation 3D et avoir un rendu qui est presque aussi bien, voire mieux que ce qui se fait actuellement en réel. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de pouvoir recréer, disons, des pièces dans le virtuel? Tu penses que c'est quelque chose auquel on va avoir à faire plus dans le futur, que les créateurs vont peut-être faire des espèces de collections sur mesure, peut-être sur le virtuel, enfin dans un monde virtuel. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cet aspect virtuel de la mode un peu?
Bah, déjà, ça existe parce que donc, par exemple, moi, à l'école, on travaille sur des logiciels, donc on a notre logiciel principal, c'est pour faire nos patrons Ouais, su ouais. sur, notre ordi. Donc ça remplace le papier, donc c'est quand même vachement bien, en termes, Par d'écologie. curiosité, tu utilises quoi? C'est la suite Lectra et celui-là en particulier, il s'appelle Modaris. Et ensuite, donc la suite Lectra, il y a plein de trucs, pour plein de métiers de la mode différents. Donc tu en as un qui est plus spécialisé dans la maille, un qui est plus spécialisé dans la broderie. Donc moi, du coup, Modaris, c'est plus pour faire des patrons. Je me demande, est-ce que ça fait partie de ton processus aujourd'hui créatif de passer par de la 3D ou alors c'est quelque chose que tu trouves qui t'éloigne un peu de ta méthode de conception des choses parce que tu es plus manuel. Comment tu vois ce rapport entre technologie et manuel? Bah, moi, honnêtement, je l'ai pas encore très utilisé, jusqu'à présent. Donc moi, je l'ai appris, j'ai appris à utiliser ce logiciel, pour mes cours. Donc après, en fait, on a dans nos rendus, on avait, obligation de fabriquer certains de nos patrons sur notre logiciel et le truc 3D, on n'était pas obligé de le faire. Donc du coup, moi, je m'étais jamais poussée à le faire parce que, je trouvais ça un peu compliqué et puis je me suis dit, «Bah, autant le faire en vrai, quoi». Mais là, cette année, avec le Covid, on est obligé de rendre certains de nos vêtements, sur ce logiciel. Donc en vrai, non, c'est pas une mauvaise chose, je trouve, parce que en soi, moi déjà la bibliothèque qu'ils ont dans ce logiciel est tellement énorme qu'au final, je trouve ça assez sympathique parce que ça me permet d'accéder à des tissus que je rêverais d'utiliser, mais j'ai pas les moyens de me les acheter pour, faire mes vêtements en vrai. Donc déjà, ça, je trouve ça cool parce que ça pourrait me donner une première visualisation de mon vêtement si j'avais les moyens de m'acheter le tissu de mes rêves. Et puis au final, ça serait là dans mon ordinateur. Et puis si un jour, je sais pas, j'ai un petit peu d'argent, bah, je vais aller m'acheter le tissu en vrai et je vais me faire le vêtement en vrai, tu vois. Donc non, je trouve ça pas plus mal. Et puis en plus, ouais, justement, avec la pandémie qu'on vit en ce moment, la mode en a pris quand même un gros coup cette année. Et il y a quand même vachement de maisons qui ont essayé de trouver des moyens créatifs de faire des défilés sans accueillir de monde. Donc par exemple, il y a Dior pour la Fashion Week haute couture en juillet. Ils ont fait Dior a toujours été habitué de faire des modèles en un tiers ou la moitié, je sais plus, d'un mannequin normal. Donc du coup, ils ont toujours comme un peu une petite poupée, tu vois, sur leur bureau et puis ils font le vêtement en petit. Ah ouais? Et ouais, et ils le font ça très souvent. En Ok. général, c'est surtout pour les clientes parce que du coup, ils peuvent le faire Ah, à sa taille à elle, mais à échelle réduite. ah c'est Et malin, ok, d'accord. voilà. Et donc du coup, là, ils ont fait pour juillet, ils ont fait leur collection en entier sur ces petits mannequins. Et ils ont fait un mini défilé en ligne avec les petits mannequins qui défilaient. Ce qui est intéressant aussi, c'est, hormis le fait de créer, des habits bien particuliers, d'avoir un style à créer et cetera, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est la manière de créer le défilé en lui-même. Ça peut être le lieu qui change totalement et là, on le voit avec la pandémie, le public, c'est impossible de créer des événements publics et je trouve qu'il y a beaucoup de domaines, que ça soit la technologie, je prends l'exemple d'Apple, qui a réussi, par exemple, à se renouveler, mais totalement dans sa manière de présenter ses produits et je trouve que la mode fait partie des domaines qui arrivent à se renouveler pour présenter leurs produits et ce que tu dis, je sais pas si ça enfin, si ça existe, mais est-ce que c'est possible d'avoir des défilés où il y a aucun public, mais vraiment aucun public, mais et présenter une nouvelle gamme? Bah, je pense que c'est possible parce que là, justement, la dernière Fashion Week qui a eu lieu, c'était en septembre. Donc celle de juillet, elle a été faite entièrement virtuellement ou alors c'était des photoshoots parce que c'était encore impossible d'accueillir du monde. Mais en septembre, c'était possible. Donc ils ont fait moitié-moitié. Donc par exemple, tu as Balmain qui avait fait les 3 premiers rangs de ses gradins des gens, des spectateurs, quoi. C'était des écrans de télé. Et en fait, c'était des gens qui étaient genre sur Skype ou sur Zoom, je sais pas quel logiciel Ouais. ils ont utilisé, et qui regardaient le défilé alors qu'ils étaient à New York, en Chine et tout ça. Donc, par exemple, il y en avait un, c'était hyper drôle, genre chez Balmain, justement, il y avait Anna Wintour qui était à côté de quelqu'un, genre, Anna Wintour, elle choisit toujours sa place.
elle a pas envie d'être assise à côté de n'importe qui. The Queen. Et donc, du coup, normalement, elle s'assit pas à côté de n'importe qui. Et là, c'était hyper drôle parce que Balmain, donc Olivier Rousteing, l'avait mis à côté de je sais plus qui. Donc, au final, elle savait pas à côté de qui elle était parce qu'elle est sur son écran d'ordinateur, elle regarde le défilé, elle sait pas les autres écrans qui sont à côté d'elle. Donc, du coup, c'était assez drôle. Ou par exemple, Louis Vuitton, ils ont fait un truc aussi, donc pareil pour la Fashion Week de septembre. Ils ont fait leur défilé à la Saint-Maritaine. Ils ont entièrement recouvert la Saint-Maritaine, enfin à l'intérieur d'écrans verts. Donc du coup, pour la personne qui regardait sur son ordinateur, donc moi par exemple j'ai regardé le défilé mais genre sur leur site, donc j'étais pas invitée comme les autres invités, mais tout le monde pouvait regarder le défilé sur son ordinateur. Et du coup en fait ils avaient projeté un film, je me rappelle plus le nom du film, sur les écrans verts. Et donc du coup c'était assez drôle de voir les mannequins défiler. On aurait dit qu'elles défilaient dans rien. C'était un peu bizarre parce que tout en entier était vert, genre le sol, le plafond. Donc du coup, tout était comme au cinéma, quoi. Ils reprojetaient un Ouais. truc et c'était assez drôle. Et en plus, même il y avait certaines des mannequins qui avaient des sacs verts. Et donc du coup, ça a aussi reflété le truc sur leur sac. C'est drôle. Et donc du coup, ils ont pu accueillir quand même, je pense, au moins une centaine d'invités. Et mais sauf qu'entre chaque personne réelle, donc je pense qu'il y avait genre à peu près 1,50 m entre chaque siège réel, et ben il y avait une caméra 360 degrés. Oh. Et du coup, c'était des gens qui étaient invités mais qui pouvaient pas être à Paris. Du coup, avaient leur caméra 360 degrés et qui du coup pouvaient se déplacer, enfin visualiser le défilé comme s'ils étaient là en réel parce qu'ils ont une caméra 360. Donc ils peuvent tourner, regarder tout le décor, regarder chaque mannequin, les suivre et tout ça. Pour revenir sur un point qu'on avait abordé, avant ce podcast, tu nous disais que la nature, elle était importante pour toi et surtout par rapport à des animaux bizarres et étranges. Mais ça, c'est surtout, je m'y intéresse beaucoup depuis que j'ai fait mes recherches pour ma collection finale. Pour un peu revenir au tout début, donc du coup, moi là, je suis en troisième année et en fait, quand j'étais en deuxième année, donc c'était il y a 1 an et demi maintenant, on a dû faire un projet, genre une espèce de mini portfolio où on expliquait un peu quelle était notre première premier fil de pensée pour notre collection de troisième année. Et en fait, du coup, moi, entre ma deuxième et ma troisième année, j'ai eu une année de stage, là où j'ai fait mon stage chez Louis Vuitton. Donc, du coup, moi, ça fait 1 an et demi que j'y pense, quoi. Et donc, du coup, moi, mes thèmes principaux, c'est donc la nature et l'architecture. Et donc, du coup, moi, je suis partie dans la nature. Au début, j'ai pensé aux champignons et aux végétaux qui poussent sur les arbres, qui les envahissent et qui les mangent petit à petit. Après, ça m'a mené à ces mêmes plantes qui poussent sur des structures humaines, sur des maisons, des bâtiments, genre un peu quand la nature reprend ses droits. Euh, et du coup, en fait, ça m'a amené à des principes architecturaux liant euh, genre à la greffe. Donc, du coup, par exemple, il y a beaucoup d'architectes qui ont des projets sur des maisons qui ont genre 200 ans, et puis ils vont détruire une partie de la façade et faire une vitrine hyper moderne, une verrière, pardon, hyper moderne. Et donc, du coup, t'as une espèce de greffe. On dirait qu'il y a quelque chose qui est arrivé comme ça en plein milieu de la maison et qui s'est greffé. Euh, ou alors, par exemple, cette gare à Strasbourg dont on parlait l'autre fois. Donc, c'est une très très vieille gare qui a dû être restaurée. Et en fait, ils ont fait, quand à l'arrivée du TGV, ils ont fait des travaux. Et en fait, ils ont construit une espèce de cage en verre et en métal par-dessus l'ancienne gare. Et du coup, c'est très beau la nuit parce que l'ancienne gare est éclairée par des petits spots. Et par-dessus, on voit la structure en verre et en métal. Et c'est très beau parce que du coup, tu as un espèce de mélange entre le vieux et le nouveau. Et donc, ouais, je suis partie sur ce genre de truc. Et après, ça m'a amené à, parce qu'au final, ça crée des espèces de
de formes un peu bizarres, même au visuel, c'est un peu bizarre. Tu vois un truc un peu ancien et puis paf, tu as une partie ultra moderne et c'est un peu perturbant, je trouve, pour la personne qui regarde. Donc, du coup, je suis allée aussi chercher dans la nature des animaux qui ont un peu des formes bizarres, totalement naturelles, hein, mais qui sont. On Ouais, tu nous pourrait. parlais des becs Ouais, d'oiseaux, c'est ça? voilà, Ouais. c'est ça. Et donc, du coup, j'ai fait mes petites recherches, comme vous m'avez demandé. Donc, du coup, par exemple, il y a le Calao rhinocéros. C'est un espèce Oula. je dirais, de toucan. Euh, et en fait, c'est un bec, c'est genre en deux parties, tu vois, t'as le haut et le bas. Et ben là, il a Ouais. comme genre une troisième partie au-dessus. Donc Ah c'est ouais. un peu, ouais, c'est assez rigolo à voir. Et on dirait des malformations, mais en fait, c'est totalement naturel. Et du coup, voilà, je me suis intéressée à ce genre d'animaux qui ont des formes un petit peu bizarres, des couleurs et tout ça. Et après, du coup, moi, ça me permet, donc là, ça, c'était toute la partie vraiment recherche pure et dure. Et donc là, moi, je commence la partie création. Et du coup, moi, mes premières étapes, en fait, donc là, c'était ma recherche, tout ce qui était la nature et tout ça, c'était des inspirations mais plus assez vagues quand même. Genre, c'était plus sur un aspect visuel assez général d'un truc bizarre sur une forme générale. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je passe sur la recherche plutôt 3D, plutôt liée vraiment aux vêtements purs et durs. Et du coup, en fait, je suis allée acheter des vêtements à la Croix-Rouge que j'ai complètement décousus, enfin voilà, qui ressemblent plus à rien, mais voilà. Et du coup, je pose comme ça sur donc ces parties de vêtements sur un mannequin en bois. Et en fait, je sais pas, je pose comme ça et puis j'essaie de créer une forme, une manche ou une partie qui pourrait aller sur la poitrine ou un truc. Enfin, ça va juste être des formes comme ça que je vais poser, je vais prendre des photos et tout ça. Donc ça va pas du tout être des vêtements construits loin de là. Hein, c'est juste des formes, des parties de vêtements. Et après, moi, avec mes photos, je vais faire des croquis et je vais compléter la forme que j'ai commencé à créer. Donc, par exemple, si j'ai fait une manche, et je vais compléter et puis je vais faire toute la veste, machin, le devant, le derrière, tous les détails, les petites poches et tout. Ok, vas-y, c'est pas mal, ça me plaît. Et puis au pire, si ça me plaît pas, je continue. Je garde le même principe, donc la manche qui est comme ça, comme j'ai fait sur mon mannequin, mais je vais faire un col différent ou alors je vais raccourcir la manche ou je vais lui donner une forme un peu différente. Enfin voilà, j'imagine plein de trucs sur une base que j'ai fait en 3D sur une base de forme. Et après, je vais faire plein de croquis où je vais dériver jusqu'à temps que je vais trouver le vêtement en entier qui me plaît. En fait, tu fais des Voilà. va-et-vient entre chaque création, chaque forme disons, chaque forme que tu ajoutes, tu regardes si ça te convient et après soit tu rajoutes, soit tu changes, c'est ça? Là, pour le moment, c'est plus en mode, on est plutôt dans une première forme plutôt générale. Et après, ça va plus être quand je vais commencer le processus de production, où là, je peux revenir en arrière s'il y a quelque chose qui me plaît pas. Parce que là, pour le moment, c'est que sur le papier, avec une petite forme vraiment vite fait sur un truc en 3D. Mais après, donc, une fois que j'ai posé mon idée sur papier, sur un croquis. Là, je vais commencer à faire mon patron. Et donc du coup, on en avait parlé, mais donc pour faire un patron, il y a deux manières. Donc soit je fais mouler euh, du tissu sur un mannequin en 3D, sur un mannequin en bois, pardon. Donc je vais mouler, ça veut dire je vais prendre des carrés de tissu et je vais les poser sur mon mannequin. Et en fait, je vais faire des transformations à mon carré de tissu. Donc je vais retirer du tissu en pinçant pour créer des pinces ou je vais en rajouter. Enfin, voilà, je vais faire plein de petites transformations jusqu'à ce temps que j'ai trouvé ma forme, on va dire finale. Et après, je vais marquer toutes mes points principaux du corps. Donc, il va y avoir
la ligne de coude, la ligne d'épaule, l'emmanchure, la ligne de côté, enfin bref, plein de petits codes comme ça à marquer. Et après, je vais transférer ça sur mon papier. Et après, donc du coup, j'aurai un patron en papier et du coup, je vais tout recommencer, couper dans du tissu, coudre en vrai et essayer. Ok, ça me plaît. Ok, c'est bon, ça arrête. Si ça me plaît pas, je recommence. Je vais refaire des modifications, tout ça. Donc ça, c'est la première technique. Et la deuxième, c'est directement passer en 2D, donc pas passer par la partie moulage. Donc, je vais prendre des patrons de base que je vais modifier moi-même en fonction de ce que en fonction des techniques que j'ai apprises, qui je sais vont rendre ce que j'ai dans ma tête. Donc, par exemple, je sais pas, je vais augmenter le volume, raccourcir la jambe pour un pantalon, quelle largeur je vais choisir pour faire la ceinture, enfin voilà. Et, euh, et du coup, après, donc, j'ai mon patron que je vais du coup couper en tissu et coudre et voir si la forme me plaît ou pas. Et en fait, c'est là où je peux revenir en arrière ou avancer. Enfin, parce qu'en fait, une fois que j'ai fait ma première toile, donc ça s'appelle une toile, c'est là où en fait où je vais voir si ce que j'avais en 2D sur mon papier, sur mon croquis, quand je l'ai fait avec mon patron et tout ça, et que là j'ai ma première toile devant moi, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça représente bien ce que j'ai sur mon croquis? Oui, non. Est-ce que en fait, au final, ça ressemble à mon croquis, mais finalement, plutôt envie que ce soit plus large, plus long, plus cintré. Et donc, du coup, voilà, je vais faire toutes ces petites modifications à chaque fois sur mon patron, jusqu'à temps que je trouve la forme qui me plaise et que j'ai envie que ça reste comme ça. Ouais. J'ai l'impression quand t'expliques, j'ai l'impression que c'est énormément aussi de visualisation mentale de comment tu vois l'objet et comment il va être au final, non? Ouais, moi, j'ai beaucoup de trucs dans ma tête. Euh, genre, en général, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Euh, j'ai plein d'idées, mais des fois, ça me fatigue tellement. Genre, je suis en train de dormir et je me réveille et je fais, oh putain, j'ai une idée et il faut que je la marque, sinon j'oublie. Tu l'oublies. Ah ouais. Mais ouais, ça passe beaucoup. Des fois, en fait, juste, j'ai une idée, je fais un petit croquis vite fait. Mais au final, l'idée va un petit peu évoluer dans ma tête. Mais je vais pas forcément le faire passer sur papier. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis. Ce qui est très important, en fait, c'est hormis le fait de produire l'objet, de produire la pièce, ce qui est très important, c'est vraiment le fait de réfléchir et vraiment de se poser et vraiment tout le côté inspiration et réflexion, j'ai l'impression que c'est toujours plus important que la production en elle-même. Ouais. Et j'en viens à une question, est-ce que des fois on peut totalement se gourer? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper dans tes idées ou alors de trop en faire et là, quand tu produis, tu dis: ben au final, ce que j'ai fait, ça convient pas du tout à ce que je m'imaginais et je suis allé trop loin». Est-ce que tu t'es déjà dit: «Là, ce que je fais, ça n'a pas vraiment de sens»? Bah, alors déjà, en termes de production pure, des fois aussi ça me bloque dans ma créativité parce que, des fois j'ai une idée et je me dis, «Non, c'est pas po enfin je vais pas pouvoir le réaliser, je peux pas le coudre, c'est pas possible». Donc du coup, ça des fois ça me limite un peu. Ouais. Parce qu'en fait quand je crée aussi, quand je fais un simple dessin, je pense tout de suite à, comment je vais le fabriquer. Tu penses pas du tout à la matière, tu penses vraiment à comment tu vas le créer, c'est ça? Ouais, ouais, donc du coup, si je fais un croquis, je vais me dire comment je le fabrique. OK, ça va, ça me paraît réalisable. OK, ça marche. Si je fais un croquis, et que je me dis que j'ai besoin de trucs, totalement impossibles, parce qu'aujourd'hui, je suis encore à l'école et que du coup, l'école, ils aiment pas trop quand on utilise des matériaux, un peu bizarres. Ouais. Donc du coup, je vais me dire non, ok. Mais même des fois dans des réalisations toutes simples, genre par exemple, je sais pas, des manches complètement surdimensionnées, voilà, ou par exemple, ouais, tu vois, par exemple, une fois, j'avais imaginé une espèce de combinaison où en gros, il y a pas de manche,
Mais en fait, la jambe, elle remonte jusqu'à l'épaule. Et du coup, en fait, t'as ton bras dans ta jambe de pantalon. Et, et du coup, en fait, j'ai été là, ouais, c'est trop cool comme idée. Et en fait, je montre ça à mon prof et je lui dis, bah voilà, moi j'ai ça comme idée, mais bon, je vois pas trop comment je pourrais faire parce que techniquement parlant, c'est compliqué. Enfin, genre, ne pas avoir de manche, mais bon, bref, c'est un peu bizarre. Et il m'a dit, bah ouais, non, je vois pas trop comment, quoi. Et j'y ai réfléchi parce que c'était vraiment un truc que je voulais faire. J'ai même essayé de faire une toile, mais c'était impossible, quoi. Ça marchait pas. Donc, je pense à ça aussi. Quand je crée quelque chose, je pense à la production et des fois, si ça marche pas, bah, ça me bloque, quoi, et ça m'énerve. Ça te frustre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es pas Ouais, frustré des fois de pas. ouais, Parce que c'est un des trucs que. Enfin, moi, je suis confronté beaucoup de fois où je crée imaginons un logo, et il y a toujours quelque chose qui va pas, et j'arrive jamais à voir ce que j'avais visualisé en tête. Je sais pas ouais. si toi, c'est pareil. C'est hyper frustrant, ouais. C'est hyper frustrant et donc du coup, au bout d'un moment, tu t'amènes à dire ouais bon ok bah ça va rester comme ça. Par exemple, j'avais une chemise à faire en première année et je voulais faire un truc vraiment genre monumental, une méga chemise genre énorme quoi. Et puis je crois que j'ai fait genre au moins 4 ou 5 toiles et à chaque fois je rajoutais du volume, à chaque fois je rajoutais du volume. Sauf qu'au bout d'un moment, bah déjà de un, j'avais plus trop le temps. Puis de deux, je me suis dit bon en fait le truc ça ressemblait à un parachute au bout d'un moment, donc peut-être que on va ralentir les choses et puis on va s'arrêter là, tu vois. Et donc du coup, je suis pas allée, je pense, au bout du truc, mais ça me plaisait quand même. Donc au final, je me dis bon, ça va. Mais après, pour répondre à ta question, Clément, est-ce que j'ai déjà raté, pas vraiment raté, mais est-ce que je suis allée trop loin Je pense que ça va. J'ai un peu les idées claires sur Waouh! non mais sur jusqu'où je peux aller et par rapport à mes capacités euh, et par rapport à la technique aussi. Euh, donc c'est vrai que par contre des fois je me suis retrouvée dans des trucs qui étaient réalisables, mais je pense peut-être un peu trop difficile pour moi. Mais au final, j'ai quand même réussi parce que je suis quand même très têtue et quand j'ai une idée, c'est très difficile de me l'enlever de la tête. Donc, en général, j'insiste auprès de mes profs, auprès des techniciens. Donc, c'est des gens qui sont c'est pas des profs, mais c'est des gens qui sont dans nos salles de machines à coudre pour nous aider si on a des petits problèmes techniques. Et du coup, j'arrive, genre, j'ai ma tête, et ils le savent, que j'ai ma tête là, c'est genre, j'ai ma tête, quoi. Et je suis là, ok, j'ai ce problème, comment je fais? Des fois, je leur pose une colle, ils sont là, mais genre, vraiment? Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que j'allais justement te poser la question. Moi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. C'est quand tu travailles en tant que toi, tu crées, donc t'imagines et du coup tu crées aussi. Mais moi, c'est pareil. Quand je design une interface et que derrière je dois, imaginons, la développer, j'ai toujours l'impression d'être limité par l'une ou l'autre de mes capacités et de pas aller à 100% de ce que je pourrais créer si j'avais en fait créé avec quelqu'un en collaboration. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, non, je vois très bien. Même des fois, ça va, ça m'arrive plus trop, mais quand j'étais en première année, par exemple, on avait un projet où justement on nous apprenait à faire du moulage. Il fallait que ce soit une espèce de patchwork, donc il fallait qu'on ait plein de pièces et tout ça. Et moi, je m'étais lancée dans un truc surcompliqué. Ma robe, elle pesait genre, je crois qu'il y avait une vingtaine de pièces dans ma robe, donc c'est énorme. Normalement, une robe, c'est genre deux parties, quoi. 4 à la limite s'il y a des manches, quoi. Mais donc, du coup, je m'étais lancée dans un patchwork hyper compliqué. Et, euh, et en fait, genre, il y avait chaque couture, je l'ai recommencé, je ne sais pas combien de fois, parce que c'était genre des croisements de couture et ça matchait pas parfaitement. Des fois, je recommençais alors qu'il y avait genre 1 millimètre de décalage, même pas.
Après, t'es peut-être perfectionniste un peu, non? Ouais, 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 Je sais pas, malheureusement. hein, mais Mais des fois, mais je pétais les câbles, genre j'étais là: «Waouh!» mais genre et du coup, je recommençais et à un moment donné, mon prof, genre quand il a vu que ça faisait la 100e fois que je recommençais, il était là: «Non mais Mathilde, genre tu folle?» Quand on est attaché à ce perfectionnisme, c'est toujours, particulier de Mmh, dire: «Ah ben on laisse tomber». Non, j'avais une idée en tête, je veux la voir en vrai face à moi. Et ça, ouais. ouais, mais c'est après la En plutôt fait, je vais perfection, c'est j'abandonne vraiment quand j'ai essayé, 150 000 fois ouais, et ouais, que ça représente pas ce qu'il y a dans ma tête. Je me dis: «Bon OK, c'est impossible» ou alors genre: «Je suis trop nulle, vas-y ça dégage» et voilà. ouais. ah oui, tu quand même, Ouais, ouais. Moi, des fois, c'est plutôt j'ai une idée en tête, j'essaie de la faire et j'y arrive pas. Mais quand je vous dis que j'y arrive pas, c'est que je dis: «Mais putain, mais c'est pas possible». Du coup, j'ai appris à mettre de côté, à dire: «Non, mais je le ferai plus tard» et plus tard, oh, 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 cette oh, référence. bravo, bravo, elle est belle quand Non, même. Ouais. j'apprends à le faire plus tard et c'est là qu'après quand je reviens, je me dis: «Non mais en fait, ce que j'ai imaginé au début, ça va pas» et je le refais et j'essaie de le refaire ou alors trouver des idées. Mais ça, c'est compliqué quand on a une première idée, on n'arrive jamais à se dire: «Bon là, c'est on a le droit à l'erreur en fait». Une fois que tu as compris que genre, en fait, abandonner, ça signifie pas forcément, genre Échec. une défaite, l'échec de ce que tu as fait, mais juste, que tu peux pas actuellement faire ce que tu as voulu, mais que peut-être dans tes prochaines productions, tu y arriveras. Bah, c'est là où tu commences à gagner et à te dire: «Bah, j'arriverai pas à un truc parfait, mais tant pis et peut-être la prochaine fois je ferai mieux» et ça te pousse à aller plus loin au lieu de rester bloqué, bêtement sur juste un seul truc, quoi. Mais c'est difficile de Je suis d'accord avec toi. de s'auto-dire, OK, enfin genre, tu vois? Il Ah, mais je suis faut d'accord passer avec à toi. autre chose et tout ça, mais Il y a des fois où je passe des heures à faire un truc et puis je me rends compte que ça sert à rien parce que c'est pas ce que je voulais et j'abandonne et je mais passe sur autre chose. ouais, mais des fois je perds du temps, mais je perds du temps, mais je perds tellement de temps. Mais c'est pas du temps Justement, perdu. genre mais non, mais c'est vrai, genre, justement, comme je disais, tout passe dans ma tête et des fois, je suis juste à ma phase croquis. Putain, des fois, je reste 3 heures sur un croquis parce que je réfléchis, comment c'est réalisable, nanana, truc bidule, alors que je sais même pas si je vais les réaliser. Pour le moment, c'est juste un croquis. Genre, tu vois, il est là dans mon carnet croquis, j'en ai des milliers des croquis. Et Mais des déjà, fois, tu je l'idée. Tu l'idée Ouais, déjà. tu l'idée. C'est ça qui est bien. Tu vois, c'est ouais, pas mais comme des si tu f avais pas d'idée, tu vois? ouais, mais bon, mais ça sert à rien parce que le croquis, j'ai pas forcément le réaliser en vrai, tu vois? Vu Mais que ça peut te justement, j'en servir ai pour autre chose ouais, c'est vrai. et Mais ouais. même des fois, genre, je pense à des étapes, je pense à l'étape 10 alors que je suis même pas à l'étape 1, tu vois? La créativité est un puzzle qu'on assemble. C'est ça. J'étais en train de lire c'était un livre que j'ai lu, qui disait que ou alors un podcast, je sais plus. C'était un mec qui disait que, en vrai, tout le monde a des idées et que le problème est pas vraiment d'avoir des idées, mais c'est savoir les utiliser, créer quelque chose par la suite. Et en vrai, je trouve ça cool de se dire que, bah, c'est bien d'avoir des idées, mais si tu arrives à les pousser et à créer quelque chose de réel dans le monde réel, ça sera plus juste quelque chose que toi tu as imaginé, mais quelque chose que tu as créé et imaginé. Et en vrai, je sais pas, c'est difficile au début, mais une fois que tu comprends que si tu sors des pièces de ton imagination et que tu les crées, bah, après, tu peux en faire de plus en plus et avancer plus vite, quoi. Je voulais rebondir par rapport à l'architecture, en fait, terminer sur ça et que tu disais que l'architecture, il y a des bases, il y a une fonction, il y a toujours des références, il y a des personnes qui ont leur propre style. Ben moi, ça me fait penser à l'automobile avec des personnes qui ont innové dans ce domaine-là. Enfin, il y a toujours, un design qui évolue. On a parlé du Bauhaus, on a parlé d'autres bâtiments et tout ça et il y a des marques qui ont toujours la même identité et ça plaît toujours. Je pense à des marques comme, Rolls, par exemple. C'est les mêmes les la voiture en elle-même ou Ferrari aussi, c'est toujours un même socle et ça plaît toujours autant, mais l'automobile en elle-même évolue par la technologie, le design global et je trouve que c'est intéressant et je voulais juste savoir si justement il y avait des domaines comme ça, où tu te disais: «Beh, je connais pas du tout, mais il y a un mais, au final c'est quand même lié». Dans les études que j'ai faites, surtout quand j'étais au lycée, donc j'ai fait, arts appliqués.
on a dû étudier tous les domaines du design, donc le design graphique, l'architecture, le design d'objets, design d'intérieur, tout ça. Donc, j'ai quelques références, mais c'est minime parce que c'est pas des domaines qui m'ont autant intéressé que la mode. Donc, la mode, évidemment, Ouais. je connais plein de trucs. Mm. Mais après, tous les autres domaines, que ce soit l'architecture, donc l'animation, le design graphique et tout ça, c'est des domaines qui m'intéressent. Même par exemple, je sais pas, la cuisine, enfin, genre, tu vois, c'est des domaines qui m'intéressent. Carrément. Je Carrément. m'y connais pas, mais ça m'intéresse. Et quand je rencontre quelqu'un qui pratique ce genre de métier, je m'intéresse parce que justement, c'est quelque chose que je connais pas et que je ne comprends pas. Et quand je ne connais pas ou que je ne comprends pas quelque chose, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir comment ça fonctionne, combien, tu vois. Ouais, c'est au lieu de dire qui t'intéresse pas, ouais, c'est plutôt que tu connais pas, ouais. C'est plus Ouais, voilà, approprié, c'est ouais. ça. Genre, ouais, je connais pas, donc ça m'intéresse. Mais ça marche dans tout. En vrai, c'est intéressant parce que je pense qu'on a un peu le même profil, où l'idée du podcast à la base était d'essayer de comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui créent des choses dans différents domaines. Je pense que tu le dis bien, ouais, la cuisine, c'est le genre de truc, moi c'est pareil, c'est comment le mec arrive à créer tel ou tel biscuit et que ça te fait penser à tel ou tel goût. Moi je trouve ça incroyable. Puis surtout que c'est pas juste le goût aussi, la cuisine, c'est le visuel aussi, c'est tellement important. Mm. Des fois, tu as un plat Et qui même peut être créer des délicieux. recettes. Ouais, Comment tu carrément. sais que si tu mélanges 200 grammes de farine avec 300 grammes de sucre et 500 grammes de chocolat, ça fait un gâteau? Enfin, genre, tu Ouais. vois? Ah non, mais t'as raison, hein. Parce que surtout, Ouais. surtout dans la pâtisserie, c'est hyper précis. Donc, du coup, si tu te foires de 5 grammes, ça change, tu vois. Moi, ma Mm. mère, elle est cuisinière et moi, j'adore la nourriture. Hein, c'est l'une de mes plus grosses passions dans la vie. Euh, Bouffer ou cuisiner? Les bouffer. deux. Mais j'adore cuisiner aussi. Mais tu vois, enfin des fois on regarde des émissions de cuisine avec ma mère, genre Top Chef et tout, et on est là, on Ouais. est en train de Ouais. saliver devant le truc, genre oh là là, ça a l'air trop bon, genre le truc est parfait quoi, C'est ça, et puis ils ont toujours de nouvelles idées et tu te dis: «Mais non, mais c'est pas possible, ils vont pas ouais, réussir à mettre Ouais. du yuzu avec du chocolat». Et C'est ben ça. si, et c'est ouais, bien c'est bon, ça. quoi. Ils ont des trucs, c'est incroyable. Bah écoute, hâte d'avoir l'invitation pour qu'on vienne découvrir ta collection en vrai, hein. Avec vous, vous serez au premier rang à côté d'Anna Wood. Ah Ah ben, là là. avec plaisir, j'ai envie de la rencontrer. La morale de ce podcast, c'est qu'au final, la créativité, ça nous unit et puis c'est ça qui est Trop bien, en fait. relou. C'est vrai. Non, mais Trop. c'est vrai, c'est vrai. C'est Mais ouais, vrai. c'est ça, c'est qu'au Je au suis final, d'accord. enfin, mais je pense dans n'importe quel domaine, enfin, je suis sûre que tu demandes à un musicien, c'est pareil quoi, enfin. Mmh. On a tous Mmh. ouais, un esprit créatif qui fait je pense qu'on voit le monde différemment. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Bah, j'espère que ça ouvrira des portes, enfin des portes, des idées à certains des auditeurs. Mais ouais, en tout cas, moi, c'est un monde que j'adore et je pense que je ne lâcherai pour rien au monde. Parce que déjà, juste dans ma courte vie d'intérêt vers la mode, j'ai eu quand même pas mal d'obstacles. Et pourtant, j'ai réussi à les surmonter. Donc, je pense que je vais pas abandonner tout de suite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sur l'application Apple Podcast ou sur nos réseaux. C'est ce qui nous permettra sûrement de découvrir nos futurs invités. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à cette aventure et nous partager votre notion de la créativité, omniprésente dans votre travail, n'hésitez pas à nous contacter. A plus tard.